Alors moi je dis qu'il va partir par là. Enfin je crois. J'essaie d'anticiper les mouvements du bois. Pas l'air de vouloir bouger celui-là. Et salut les boiseuses et puis salut les boiseux. Alors vidéo un petit peu particulière en réaction en fait à un truc que j'ai appris récemment. Il semblerait que certains d'entre vous n'étaient pas à Épinal en 2023. Je trouve ça absolument inadmettable. Voilà. Et comme je l'avais dit dans les vidéos d'intro d'Épinal, il y a certaines conférences que les conférenciers ont demandé à voir retransmises sur ma chaîne, donc c'est ce que je vais faire avec celle-ci. Celle-ci est transmise un petit peu en retard, 6-7 mois de retard, hein, ça va. Donc c'est la conférence de Arnaud Amyot, qui s'appelle « Anatomie et thermohydraulique de l'arbre ». Oui, non mais le gars il rigole pas, rien que le titre déjà, il faut avoir fait des études. Alors je vous fais quand même une petite présentation d'Arnaud qui l'aura peut-être pas fait dans sa conférence. Donc après 30 ans comme ingénieur dans l'industrie nucléaire, Arnaud Amyot prépare une reconversion dans l'artisanat du bâtiment. Moi ça me fait toujours... enfin, ça me fait poser beaucoup de questions, des gens qui étaient très très qualifiés dans leur domaine, puis qui finalement disent non, moi je vais faire du bois. Voilà. Donc c'est à ce titre qu'il a passé son CAP menuisier et qu'il s'est inscrit sur l'excellent site L'Air du Bois. D'ailleurs je vous mets le lien vers son profil sur L'Air du Bois. Et à la suite de quelques déboires lors de la production de planches à découper qu'il préparait pour un marché de Noël alsacien, il s'est intéressé aux causes de la déformation du bois. Et oui, Arnaud ose, Arnaud tente, et c'est pour ça qu'on l'aime. Il se lance donc cette année dans le courageux exercice des conférences que vous allez avoir l'occasion donc de visionner, qui durent un petit peu moins d'1 heure. Alors c'est vrai que l'intitulé est un peu peut-être effrayant. Pourtant, le sujet de la déformation des bois nous concerne tous au quotidien dans nos ateliers. Et en plus de ça, vous verrez qu'Arnaud va traiter ce thème sérieux avec un certain humour qui vous permettra peut-être de rester alerte tout le long de la conférence. Et c'est une conférence qui est aussi bien à destination des enfants que des adultes, donc vous pouvez y aller, c'est pas la peine d'aller coucher les enfants. Donc je vous laisse avec Arnaud, avec le contenu de sa conférence qui est passionnant. C'est une conférence qui dure environ 55 minutes, à peu près un petit peu moins. Voilà, donc faites-vous plaisir et j'espère que cette vidéo va vous plaire. Allez, moi, j'ai fini de parler. Alors, donc c'est une petite conférence sur, il faut que je me mette là sinon vous n'allez rien voir, l'anatomie et la thermohydraulique de l'arbre, donc en 2 parties. Une première partie sur ce que je viens de dire, l'anatomie de l'arbre et son métabolisme, donc c'est savoir comment ça fonctionne en interne. La thermohydraulique, c'est les tuyaux, les flux, etc. Donc comment la sève monte, descend, etc. Et puis une deuxième partie sur le travail du bois, c'est-à-dire le bois travaille, il se déforme. Donc pourquoi il se déforme et comment il se déforme. Voilà ce que l'on va voir. Donc, première chose, normalement depuis qu'on est tout petit, on sait que pour connaître l'âge d'un arbre, il faut compter les cernes. Ça vous parle? Alors, il y a quelques années, je me demandais, est-ce qu'il faut compter... À chaque fois, il y a une alternance de cernes claires et foncées. Est-ce qu'il faut compter tous les cernes ou que les clairs ou que les foncés? Et finalement, à quoi correspondent les cernes? Alors, dans le cycle de vie annuel de l'arbre, alors c'est un petit quiz, je pose les questions. Est-ce que c'est un cerne clair une année, un cerne foncé l'année suivante? Est-ce que c'est un cerne clair l'été, un cerne foncé l'hiver? Est-ce que c'est un cerne clair au printemps et un cerne foncé l'été? Ou, quatrième choix, est-ce que c'est un cerne clair au printemps et un cerne foncé à l'automne? Alors on va faire un petit vote. Qui vote pour la réponse A? On a une voix pour la réponse A. Merci madame. 2. Qui dit mieux? 2 voix. Ok. Réponse B. Un cerne clair l'été et un foncé l'hiver. Personne. Ok. C. Un cerne clair au printemps et un cerne foncé l'été. On voit qu'on a quelques connaisseurs quand même. On en a 4. Et D. Un cerne clair au printemps, un cerne foncé à l'automne.
Donc il y en a qui exagèrent parce que 4 plus 1, ça fait 5, vous êtes plus nombreux que ça. Hein. Bon, je donnerai la bonne réponse après, on verra, et on verra surtout pourquoi c'est comme ça. Donc déjà, l'anatomie de l'arbre. Donc un arbre, c'est composé de... Bah allez, participez un peu. Les racines, bravo. Ça, le tronc, on dit aussi le fût. Là-haut, facile, les branches. En bas, ce qui est vert, les feuilles, bravo. Et la grande partie qui est là, tout le branchage. Et ouais, le houppier, bravo. Donc déjà, ça nous donne un petit peu l'anatomie de l'arbre. On va faire un petit zoom sur les racines. Il y a deux types de racines, des racines horizontales, des racines verticales. Donc, hop, horizontales, on les appelle racines traçantes, et verticales, on les appelle racines pivots ou pivotantes. Bon, elles ne pivotent pas, hein, mais voilà. En tout cas, elles vont bien en profondeur, alors que les autres restent à la surface. Parmi ces deux types de racines, il y en a un type qui sert à capter l'eau. Alors, à votre avis, est-ce que c'est les traçantes ou les pivots qui vont capter l'eau? Les pivots. Tout le monde dit ça. C'est ce que je pensais aussi, mais pas du tout. En fait, l'eau, elle tombe du ciel, elle arrive dans le sol. Donc, pour capter l'eau, vaut mieux des racines traçantes qui sont tout près du sol. Les racines pivots, s'il fallait qu'elles aillent 20 mètres plus bas chercher l'eau, ça n'irait pas, quoi. Donc, en fait, les racines pivots, elles servent à maintenir l'arbre en position. Elles sont là pour la mécanique de l'arbre. Et les traçantes captent l'eau. Ensuite, zoom sur le tronc. Alors, les différentes parties du tronc. Ça va être pratique. Donc, au milieu, on a le cœur ou la moelle qui est souvent d'une couleur un peu différente. Là, sur ce dessin, c'est la même couleur, mais souvent, c'est la même chose. Ensuite, les deux couches principales de l'arbre, c'est le duramen qui est au milieu et l'aubier qui est là. Alors, c'est quoi l'aubier? C'est un ensemble de petits canaux verticaux qui transmettent la sève. Et ces canaux, petit à petit, ils se bouchent, donc il y a de la sève qui circule en permanence. Petit à petit, ils se bouchent et se transforment, ils se bouchent par les impuretés, en duramen. Donc voilà, et ensuite les trois autres, alors on a bien sûr l'écorce, hein, et entre l'écorce et l'aubier, on a le libère et le cambium. Le cambium, ils l'ont dessiné comme ça avec une couche assez fine. En fait, c'est, paraît-il, microscopique. On ne le voit pas à l'œil nu. C'est le cambium qui fabrique l'arbre. Dans l'aubier, c'est des canaux. Quand l'arbre grandit, il grossit surtout, c'est le cambium qui va fabriquer des nouveaux canaux. Et donc, l'arbre va prendre un peu plus de diamètre. Voilà. Et le libère, c'est du liège. C'est par là que redescend la sève. C'est donc un peu poisseux. C'est quand on trouve un arbre et qu'on enlève un morceau d'écorce, l'intérieur de l'écorce, c'est le libère. C'est un petit peu poisseux. Et l'écorce, le rôle de l'écorce, c'est protéger l'arbre. C'est un peu, nous, si on tombe par terre, on se fait mal. Si on a des vêtements, on se fait un peu moins mal. Donc il protège un peu des attaques des animaux. Et aussi, je pense que tout ce qui est micro-organisme, ça a un peu plus de mal à pénétrer jusqu'à la partie qui les intéresse, qui est l'aubier. Quand il y a des insectes xylophages, ils vont dans l'aubier, parce que l'aubier, il est bien tendre et bien juteux, alors que dans le duramen, c'est plus dur d'y aller. Donc quand vous avez une planche qui est un peu piquée, en général, elle est piquée sur le côté. L'aubier, il a souvent une couleur différente, souvent plus claire que le duramen, mais c'est pas toujours le cas. Donc voilà, on le reconnaît bien. Et quand on travaille le bois, au sens quand on fait des objets avec, souvent on enlève l'aubier parce que ça va être une partie qui est moins intéressante et qui peut potentiellement être piquée. Des questions là-dessus? Bon, c'est bon. Hop. Alors vu au microscope, le tronc ça ressemble à ça. Donc je parlais tout à l'heure de canaux verticaux, de sections carrées. Donc là, dans cette partie-là, ils sont bien aérés. Et du coup, d'apparence extérieure, c'est ça qui va constituer le cerne clair. Et ici, ils sont beaucoup plus rapprochés. Donc il y a plus de bois au millimètre carré. Et donc c'est là que ça va faire un cerne foncé. Alors on ne sait toujours pas à quelle période de l'année ça va être fait. Mais en tout cas,
La différence entre un cerne clair et un cerne foncé, c'est la taille des vaisseaux. Voilà. Donc, l'ordre d'idée, 0,2 mm, ici, 0,07 mm, 7 centièmes, c'est vraiment très fin. Alors maintenant, on va voir l'hydraulique de l'arbre. Alors ça, c'est un schéma synthétique de l'arbre. Voilà. Donc, avec le houppier, le duramen, autour, l'aubier, c'est par là que va monter la sève, les racines, et j'ai représenté la terre humide par des réservoirs. Dans la vraie vie, je suis ingénieur, alors du coup, évidemment, voilà. Le monsieur se bidonne derrière, ça vous fait penser à quelque chose? À quoi? Ok, c'est bon. Je suis ingénieur dans l'industrie nucléaire. Ça ressemble furieusement à un générateur de vapeur de centrale nucléaire. J'avais fait cette présentation pour mes collègues, voilà. Donc ils se sont tous bidonnés. Et il y en a un qui m'a sorti, mais on dirait un château d'eau. Donc lui, il n'était pas technicien, c'était normal. Voilà. Donc le houppier, le duramen, l'aubier, donc les fibres qu'on a vues tout à l'heure, les racines, la terre humide, et donc l'eau de la terre humide est captée par les racines et va monter. Et monte jusqu'où? Alors ça, donc dans l'industrie c'est une vanne, un robinet, mais ici pour nous c'est une feuille. Et pourquoi c'est une feuille? Donc l'eau va jusqu'à la feuille. Hop. Et que fait la feuille? Elle va évaporer, la majeure partie de l'eau va être évaporée par la feuille. Il n'y a qu'une toute petite partie qui va être conservée dans l'arbre. Mais donc sur 1 litre d'eau qui monte, il y en a peut-être 99% qui va partir par évaporation. J'ai fait un petit nuage. Ça fait très prof de techno. Voilà. Et le petit pourcent d'eau qui reste, lui, il va redescendre par ce canal-là. Donc rappelez-vous, duramen, aubier, cambium et libère. Donc il va redescendre par le libère, alimenter le cambium qui va fabriquer des nouveaux canaux. Et du coup, ça tourne en permanence. Il y a des gens qui disent qu'il y a une montée de sève au printemps, une baisse de sève à l'automne. C'est pas vrai. L'arbre, il est plein d'eau en permanence. Sauf que l'hiver, il n'y a rien qui tourne, il est à l'arrêt. Et puis, en saison, ça circule. Et ça circule donc en permanence. Hop, voilà, libère cambium. La sève qui monte, donc c'est de l'eau et des sels minéraux. On l'appelle la sève brute. Et ce qui redescend, après transformation par la feuille, on l'appelle sève élaborée. Et donc, on verra après ce qu'il y a dans cette sève. Et c'est ça qui, j'ai mis en tout petit, je l'ai mis pour pas oublier de le dire, donc c'est bien le libère et le cambium qui fabriquent des nouveaux canaux. Donc sur l'extérieur de l'arbre, et puis à l'intérieur de l'aubier, il se bouge petit à petit. Alors, la montée de sève entre guillemets, donc la sève, elle monte, on a vu, elle part du bas et elle va vers le haut. Ce qui peut paraître assez surprenant, parce que expérience. Si je prends une éponge, alors, hop, voilà, et que je la fais goûter, bizarrement, l'eau, elle descend. Et dans l'arbre, elle monte. Question, comment ça marche? Je distribue des bons... Ah, un bon point pour monsieur. Ah, qui a dit capillarité? Un bon point. Au bout Un bon point pour monsieur. Je vois que j'ai affaire à des spécialistes aujourd'hui. Voilà, au bout de 10 bons points, c'est une image. Hein. Alors, par capillarité. C'est pour ça qu'il me fallait du café. La capillarité, je pose. Je trempe un sucre dans un café, vous avez tous fait ça, et le café il monte. Et j'ai à peine touché le bas. Donc ça, c'est le principe de capillarité, c'est avec la tension superficielle de l'eau,
Eh ben, quand il y a des choses qui sont très proches, notamment des fibres, c'est pareil avec un pinceau, hein. On trempe un pinceau dans l'eau, le bas du pinceau touche et l'eau elle remonte. Donc c'est ce qui se passe dans l'arbre. Les fibres sont tellement fines que l'eau elle arrive à monter. Maintenant, ça prend quand même un certain temps. Pour le sucre, ça a pris quelques secondes. Pour monter sur 5 ou 10 mètres, on se doute bien que ça va prendre beaucoup plus de temps et que ce n'est pas suffisant quand même pour créer une circulation. La capillarité, elle permet à l'arbre d'être imbibé en permanence, mais ce n'est pas ça qui fait circuler. Donc, d'où la deuxième question, comment se passe la circulation? On a la feuille qui évacue de l'eau. Donc, si elle évacue de l'eau, ben, la nature ayant horreur du vide, il faut bien remplacer cette eau qu'elle avait par autre chose, et ça tombe bien, il y en a qui est disponible ici en haut de l'aubier. Donc, celle-là, elle est aspirée par là. L'eau qui est au milieu de l'aubier est aspirée vers le haut et en bas et ainsi de suite. Donc ça, c'est le principe de expérience. Alors, tant qu'on a le droit d'avoir des pailles. Voilà, j'ai aspiré de l'eau. En fait, la paille, elle n'était pas vide, hein. Il y avait de l'air dedans. J'ai aspiré l'air. Ça a rempli la paille d'eau, après j'ai aspiré l'eau, ça a rempli, etc. Donc ça c'est un phénomène qu'on connaît très bien, et c'est ce qui se passe ici avec la feuille qui évapore de l'eau et qui ramène l'eau depuis le bas. Donc tant que la feuille fonctionne, ça tourne. Ouais, vas-y. Ouais, bonne question. Quelle est la différence entre l'eau et la sève? Ouais. Donc je finis sur les deux phénomènes et après on y vient. Donc la capillarité, et la dépression. Ouais, je fais les bruitages aussi. Alors, ça va répondre à la question. Que fait la feuille? La réaction que fait la feuille et la transformation de la sève, c'est la photosynthèse. Donc la réaction, y a-t-il un chimiste dans la salle? Bon, je me débrouille, quoi. Si vous avez l'air... non, bon. La réaction chimique de la photosynthèse, c'est ça. Donc CO2 plus H2O plus énergie donne 1/6 de C6H12O6 plus O2. S'il n'y a pas de chimiste, je vais tout faire tout seul. Donc CO2, c'est le gaz carbonique qu'on rejette quand on respire et qu'on rejette dans les pots d'échappement de nos voitures. H2O, c'est l'eau. C6H12O6, c'est du sucre, du glucose. Alors, c'est une formule simplifiée, hein. Là, il y en a beaucoup plus, parce que dans l'eau, il y a aussi des sels minéraux, il y a plein de choses, il y a plein de décompositions, c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais la base, c'est ça. Et oxygène, voilà. Donc, quand on dit que la forêt amazonienne, c'est le poumon de la Terre, et d'ailleurs pas que la forêt amazonienne, toutes les forêts, et tous les arbres, et toutes les plantes vertes d'une manière générale, si on oublie ce qu'il y a au milieu, on remarque que ça prend du CO2 et ça rejette de l'oxygène. Donc effectivement, c'est ça qui, c'est le poumon de la Terre, c'est bien ça. Donc ici, on a dit ce qui monte, c'est la sève brute. Donc sève brute, c'est de l'eau qui vient de la pluie, hein, et des sels minéraux qui étaient dans le sol, donc qui arrivent là-dedans. Et il en sort du glucose. Donc la sève élaborée, c'est de l'eau, en gros, avec du sucre, quoi. Du sucre et puis d'autres choses aussi. Du sucre qui va se décomposer. Alors, on verra après. J'ai tout le tableau, mais bon, si vous n'êtes pas chimiste, ça ne va pas vous parler plus que moi. Moi, je suis nul en chimie. Alors, voilà. Donc, globalement, la sève brute, ce qui monte, c'est de l'eau et des sels minéraux. Sève élaborée, c'est de l'eau sucrée qui redescend dans le cambium et qui va servir à fabriquer l'arbre. Et pour ça, petit détail, il faut de l'énergie qui est captée par la lumière. Et qu'est-ce qui capte la lumière dans une feuille? La chlorophylle, merci. Un bon point. Voilà. Tenez, monsieur. Ah ouais. La chlorophylle qui est de couleur verte. Donc, si les feuilles sont vertes, c'est parce qu'elles sont saturées de chlorophylle. Et on verra tout à l'heure que ça a une certaine importance. Maintenant, le cycle annuel de l'arbre. On part de notre schéma. Pour ceux qui sont arrivés un peu en retard, le houppier, le duramen au milieu, et ce qui monte là, c'est l'aubier qui fait monter la sève. Donc l'hiver, l'arbre, il est à l'arrêt.
il n'y a rien qui tourne, ça n'empêche pas qu'il est quand même plein d'eau. Si vous coupez un arbre en hiver, il n'est pas sec, hein, faut pas croire. Hein. Donc l'hiver, l'arbre est à l'arrêt, et donc au printemps, il a 2 signaux qui lui disent de se réveiller. Quels sont les 2 signaux qui disent à l'arbre, c'est bon, tu peux y aller? La lumière. Température, non. L'eau. Il pleut, en fait. Donc, au printemps, l'eau de pluie et la fonte des neiges fait que il a ces 2 signaux. Donc, alors là, il y a plein de petites animations. De l'eau apparaît. Hop, de la lumière. Et donc là, on a la phase de débourrage, c'est-à-dire que les bourgeons vont s'ouvrir. Et en 2-3 jours, les feuilles, elles sont sorties. Donc les feuilles sont déjà vertes, elles ont déjà de la chlorophylle dedans. Hein. Et donc dès que les feuilles sortent, il y a du soleil, il y a de la lumière, donc tout de suite, elles commencent par évaporer de l'eau. L'eau, elle est disponible partout, puisque l'arbre est plein d'eau. Donc ça commence à évaporer de l'eau, et par conséquent, comme on l'a dit tout à l'heure, par aspiration, ça tourne. Donc ça aspire l'eau, et puis on a une circulation, et l'arbre, il commence déjà à créer ses canaux. Donc là, les canaux dont on parlait sont créés petit à petit, notamment au printemps. Après arrive l'été. Alors l'été, on a beaucoup moins d'eau, on a plus de lumière. Le fait qu'il n'y ait plus d'eau, quand vous êtes en montagne et que vous avez une gourde qui est à moitié vide, vous faites quoi? Vous économisez. L'arbre, il n'est pas bête, il fait pareil. Donc pour économiser, qu'est-ce qu'il fait? Il referme les pores des feuilles pour évaporer moins d'eau. Donc, hop, ça fait plus qu'un petit nuage. Donc là, il évapore moins d'eau et du coup, il y a moins de circulation. Il en capte moins du sol, puisqu'il y en a moins, et il en redescend moins ici. Donc il fabrique toujours autant de canaux, mais ils sont plus resserrés. Donc là, ça répond à la question de tout à l'heure. Ici, c'est le bois de printemps, et là, le cerne foncé, c'est le bois de l'été. Ensuite, l'été passe, on arrive fin août, et là, il fabrique ses bourgeons. Il les fabrique maintenant, il ne pourra pas le faire plus tard, parce qu'il faut encore qu'il ait de la chlorophylle, et il va bientôt la perdre. Donc, on s'imagine que les bourgeons, ils apparaissent comme ça au printemps, mais non, il les a pondus bien avant. Arrive l'automne, donc là, on a de nouveau de l'eau, mais beaucoup moins de lumière. Donc tout à l'heure, je vous ai dit, la chlorophylle, c'est ça qui fait fonctionner la photosynthèse et qui fait marcher la feuille. Quand il y a moins de lumière, ça marche moins bien. Et la feuille, donc la réaction chimique de tout à l'heure, elle était ultra simplifiée parce que en réalité, la feuille, elle fabrique de la chlorophylle en permanence et elle en consomme en permanence. Pour faire la photosynthèse, elle en consomme, mais elle en refabrique. Quand il y a moins de soleil, elle arrête d'en fabriquer et elle en consomme toujours. Donc elle consomme son stock. Et c'est là que les vraies couleurs des feuilles apparaissent. Orange, marron, rouge, voilà, jaune. Vraies couleurs qu'on ne voyait pas avant, puisque avant, c'était vert à cause de la chlorophylle qui saturait l'ensemble. Donc là, il y a de l'eau, hop, il n'y a plus de soleil, il n'y a plus du tout d'évaporation. Donc ça s'arrête de tourner. Voilà. Et la feuille se dessèche, et puis les feuilles commencent à tomber. Stock. Voilà. Et quand toutes les feuilles sont à peu près tombées, l'arbre il fait pousser un tout petit peu d'écorce au niveau du point d'attache des feuilles, et comme ça tout tombe, et on se retrouve tranquille. Les feuilles, elles tombent au sol, elles ont une utilité. Elles vont protéger les racines du froid, elles vont pourrir, se décomposer et faire des sels minéraux qui resserviront l'année d'après. Donc en fait les arbres ils n'ont pas attendu qu'on existe pour savoir comment vivre. C'est un peu couillon du coup de ramasser les feuilles à l'automne, de mettre de la paille pour protéger ses racines pendant l'hiver et de remettre de l'engrais au printemps. En fait les feuilles elles étaient là pour ça, quoi. En même temps je suis un peu jugeant en disant ça, mais quand on a un joli jardin on n'a pas envie d'avoir des feuilles partout qui pourrissent, c'est un peu normal aussi. Et l'hiver, moins d'eau, moins de lumière, il ne se passe plus rien. Donc de toute façon, à l'automne, il y avait déjà moins de lumière, ça s'est arrêté de tourner. L'hiver, il n'y a plus rien qui tourne. L'arbre est toujours plein d'eau, mais ça ne tourne plus. Voilà. Alors, je regarde l'heure. Ouais, c'est bon. J'ai le temps de vous raconter mon expérience malheureuse.
En 2012, j'ai acheté un petit arbre d'ornementation, un pommier, un Malus Everest, qui était fort beau. Voilà, ça c'est une photo en 2015, il était encore fort beau. Ici c'était 2016, l'été 2016, il nous faisait assez d'ombre pour avoir de l'ombre sur toute la table, donc on était content. Fin 2016, ça tombe, c'est beau et tout, on est super content. Et début 2017, il bourgeonne. Là, on est en avril, genre 15 avril 2017. Et le lendemain, crac, coup de froid. Il a gelé pendant la nuit et il s'est arrêté. Donc, sur le coup, je me suis dit, bon, ça va repartir. J'en parle à mon beau-père qui s'y connaît bien et qui me dit, donc lui, il casse une branche, il dit, non, regarde, c'est encore vert. Bon, en fait, c'est encore vert, mais si la branche tourne plus, elle va pas s'assécher du jour au lendemain non plus. Donc ça prouve rien. J'en parle à l'horticulteur qui me l'a vendu, qui me dit oh ouais, pas de souci, ce qu'il faut c'est bien l'arroser, puis remettre de l'engrais. Donc il m'a vendu de l'engrais. Voilà. C'est pas grave. Hein. Voilà. Mais simplement, il était déjà condamné et je le savais pas encore. Et pour une raison bien simple. Alors, ce qui me rassurait quand même, mais ça me rassurait à tort, c'est que les feuilles sont restées vertes tout l'été. Donc je me suis dit, bah c'est bon, il vit. Mais en réalité, il vivait plus, et pour cause, il n'y avait plus rien qui tournait dedans. Je pense que le froid, ça doit détruire... le gel, ça fait exploser les tuyauteries dans le jardin, mais ça fait aussi exploser les tuyauteries dans l'arbre. Donc je pense que ça tournait plus du tout, que le cambium, il était alimenté par de la sève brute, ça devait tourner avant même d'arriver aux feuilles. Et donc, en fait, les feuilles, elles restent vertes, et c'est normal. Si elles ne consomment pas leur chlorophylle, elles restent toujours vertes. Donc en fait, l'arbre n'a pas bénéficié de l'automne pour arrêter de fonctionner. Il n'a évidemment pas fabriqué de nouveaux bourgeons fin août. Donc l'année d'après, j'ai pu mettre toute l'eau que je voulais et tout l'engrais que je voulais. Ça n'a rien changé. Voilà. L'année d'après, quick. Voilà. Donc du coup, on reprend notre petit quiz de tout à l'heure. Les cernes annuelles, est-ce que c'est un cerne une année, un cerne l'année suivante? Qui vote pour cette réponse? C'est bon, vous avez de la chance. Un cerne clair l'été, un cerne foncé l'hiver. Bien. Un cerne clair au printemps, un cerne foncé l'été. Bah madame. Voilà. Et ça, bien sûr, c'est non. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus déjà? Je suis quand même pas spécialiste des arbres, hein. Je vous raconte ce que je sais, mais voilà. Mais par contre, ce que j'ai appris dans mes différentes recherches, c'est que selon les essences, je sais plus, je crois qu'un bouleau, il doit consommer genre 1 mètre cube par saison, et il y a certaines espèces qui consomment genre 7 mètres cubes par jour. Donc c'est énorme, quoi. Donc je pense que voilà, l'acacia en plus c'est un résineux. Là, moi j'ai parlé surtout des feuillus. Donc il peut y avoir des différences très importantes selon les différentes espèces qui peut expliquer ça. Après, je n'ai pas d'explication à ce phénomène. Ce qu'on peut observer, c'est que les gens qui ont bien l'œil peuvent repérer quand est-ce qu'il y a une sécheresse, parce que le cerne foncé est plus fin et plus foncé que quand il n'y a pas eu de sécheresse. Donc l'arbre c'est encore plus refermé. Voilà. Vous avez une question ? Ouais. Monsieur dit il y a 2 vitesses, puisque la capillarité c'est un phénomène qui aspire l'eau, et la dépression par les feuilles, alors pas vraiment, c'est-à-dire que quand on arrive à l'automne, les feuilles elles s'arrêtent de fonctionner, elles perdent leur couleur, donc il n'y a plus d'évaporation, et donc c'est là qu'on arrive à l'hiver. Il n'y a pas 2 vitesses, il y a une vitesse. C'est soit ça marche pas. Alors évidemment, ça marche plus ou moins. Mais quand on arrive à l'hiver, l'arbre il est plein d'eau par capillarité. Ça a toujours marché. Mais la capillarité n'assure pas de circulation. Ce qui assure la circulation, c'est uniquement le fait que la feuille évapore de l'eau et du coup en aspire. Donc la capillarité, c'est un phénomène statique. Tout l'arbre est plein d'eau en permanence. Et la feuille, elle, quand elle fonctionne, elle ouvre le robinet, ça part et elle aspire de l'eau et là, ça tourne. Et donc c'est pour ça que l'été, elle marche moins bien, elle se referme, et donc on aspire moins d'eau, ça tourne plus lentement. Et l'hiver, il n'y a plus rien du tout, mais l'arbre est plein d'eau.
Hop. Alors, deuxième partie, les déformations du bois. Alors ça, c'est mon bureau. Un bureau qui a 95 ans. J'en suis très content, mais on voit déjà qu'il a été réparé ici et qu'il reste encore une fente. Donc quand je l'ai acheté chez un antiquaire, alors j'ai rencontré 2 ou 3 antiquaires dans ma vie. Les 2 ou 3 étaient nuls en menuiserie. Ils m'ont raconté des conneries monstrueuses. Alors ils sont sans doute très bons. Et puis j'en ai connu que 3. Peut-être que c'était les 3 mauvaises pioches. Peut-être que les autres sont bons, mais en tout cas, les 3 que j'ai connus, il y en a un qui m'a dit, il voulait me vendre une armoire avec une planche qui était hyper tordue, très voilée. Et je dis, bah quand même, elle est un peu tordue, quoi. Et il me dit, ouais, mais ça, c'est pas grave. Ce que vous faites, vous mettez des câbles pour tendre le truc, et puis au bout de 6 mois, ça va revenir droit. Donc lui, voilà. En tout cas, ce genre de situation, elle est assez fréquente dans les meubles de nos grands-parents ou les nôtres, et on va essayer de voir pourquoi ça fait ça et comment s'en prémunir. Donc, le bois se comporte comme une éponge. Hop, je ressors mon éponge, j'enlève le sucre, et je vous sors 2 éponges absolument identiques. La preuve... Elles sont identiques, la preuve, il y en a une qui est plus petite que l'autre. N'empêche que quand je les ai achetées, elles étaient pareilles. Sauf qu'il y en a une, c'est de la triche, il y en a une qui est mouillée et l'autre qui est sèche. Et d'ailleurs, vous remarquerez, j'ai pris, ouais, elle peut même sécher grave, quoi. Hein. Elle peut sécher en se déformant. Si vous voyez où je veux en venir, voilà. Donc, et si je la remets dans l'eau, elle va reprendre la taille de l'autre. On va laisser faire, hein, mais voilà. Et donc, pourquoi je dis ça? Parce que le bois, c'est pareil. Quand c'est sec, il se rétracte, et quand c'est humide, il s'élargit. Voilà. Humide, il gonfle, il n'est pas le seul d'ailleurs, et sec, il se rétracte. De fait, le bois s'adapte en permanence à l'humidité ambiante de l'air. Alors l'humidité ambiante de l'air, moi j'ai toujours entendu depuis que j'étais petit que l'hiver est froid et sec et l'été est chaud et humide. Mais ça c'est faux. En France métropolitaine, l'hiver c'est plus humide dehors. Donc tout dépend si on est à l'extérieur ou à l'intérieur. À l'extérieur, en France métropolitaine, en été, l'air est à 70% d'humidité. Et l'hiver, il monte à 85%. C'est pour ça que si vous allez dans un chalet avec des volets, ou si vous avez des volets chez vous, l'hiver en général on ferme les volets et puis ça bute un peu, on a du mal à les fermer. Et puis l'été par contre, vous voulez vous faire une grasse mat et vous avez un ray de lumière le matin au milieu, parce que le bois il s'est rétracté. À l'intérieur, c'est l'inverse. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, on chauffe. Et quand on chauffe, il y a 2 phénomènes. D'une part, la température, si j'ose dire mathématiquement, fait qu'il y a moins d'humidité. Et d'autre part, si vous chauffez avec des convecteurs, là c'est encore pire, ça vous surchauffe la vapeur. Et donc l'humidité baisse très fort. Donc c'est de l'ordre de 30 à 50%, j'ai mis 40 là. Voilà. Ça c'est l'humidité de l'air. En dessous de 30% d'humidité, on commence à avoir la gorge qui gratte et c'est pas très agréable. Donc ça c'est l'humidité de l'air, et le bois lui il s'adapte à l'humidité de l'air. Là l'humidité de l'air, je sais plus si j'ai mon truc, j'avais un truc qui donnait l'humidité, on était à peu près à 50% hier, mais mon éponge elle n'est pas à 50%, et celle-là non plus. Donc en fait l'éponge a son humidité interne propre, et donc le bois quand il s'équilibre avec l'humidité, eh bien l'été il est à 13%, alors intérieur comme extérieur, puisque l'été on ne chauffe pas, on ouvre nos fenêtres, donc l'air intérieur et extérieur est le même, et du coup le bois qui est à l'intérieur ou à l'extérieur, il a la même humidité, à peu près 13%. L'hiver, donc dehors, les volets, ils montent à 19%, et l'hiver quand on chauffe dans notre maison, nos meubles, ils descendent en gros à 7%. Donc de 13 à 7%, ça se rétracte, et ça va fendre dans certaines situations. Et l'hiver à l'extérieur, par contre, ça va grossir. Donc si on a fait un bardage, on verra quelques exemples. Un bardage avec des planches qui se touchent et qu'on le monte l'été, l'hiver, elles vont gonfler et ça va se gondoler, voire se fendre. Un petit mot sur le séchage d'un arbre. Quand on coupe un arbre, il est plein d'eau. Son humidité interne peut être de 85 à 140%. Pourquoi c'est supérieur à 100%? C'est tout simplement parce qu'il y a plus d'eau que de bois. Donc c'est pour ça qu'il peut y avoir... Alors ça, je crois que c'est pour les résineux, et ça plutôt pour des feuillus.
Mais en tout cas, l'ordre d'idée, c'est qu'il y a à peu près autant d'eau que de bois dans un arbre. Et donc, on va le laisser sécher. Donc, première phase, on le coupe en tranches et on le laisse sécher. Ça s'appelle la phase de ressuyage. Et donc, c'est l'eau qui est contenue dans les petits canaux qui va s'en aller, qui va s'évaporer, qui va même... Il paraît qu'il y a une essence où l'eau, elle coule. On la voit couler. Le bouleau, je crois. Donc, en faisant ça, on va descendre à 30% d'humidité interne. Et donc là, le bois ne se déforme pas, c'est juste l'eau qui s'en va. Deuxième phase de séchage, c'est l'eau d'imprégnation. Là, cette fois, c'est les canaux en eux-mêmes, donc ils sont vides, mais ils sont encore mouillés. Et donc là, eux, ils vont se sécher jusqu'à peu près 18-19%. Et après, et donc là, par contre, comme c'est l'eau propre des canaux, du bois, là, ça va se déformer. Donc c'est là qu'il y a intérêt à ce que le bois il soit bien stocké pour qu'il ne se déforme pas trop. Et ensuite, si on veut sécher plus dans les scieries, ils vont le sécher avec des étuves, des séchoirs. Et là, on pourra descendre à la valeur qu'ils veulent pour pouvoir le vendre à la valeur qu'on leur demande. Entre 12 et 8. On ne va pas descendre en dessous parce que ça ne sert à rien. Mais ça, c'est du séchage supplémentaire. Si on veut vraiment enlever toute l'eau, c'est possible, mais c'est quasiment de la combustion. Là, c'est l'eau de constitution des cellules du bois. On peut descendre à zéro en le chauffant, à mon avis, pas mal beaucoup, et surtout longtemps. Et là, c'est du bois dit anhydre, donc il n'y a plus du tout d'eau. Voilà. Alors, le terme technique du jour, le bois est une matière anisotrope. Isotrope, iso comme même, et trope comme direction. Et le bois, c'est anisotrope, donc ça veut dire qu'il ne se déforme pas de la même manière dans toutes les directions. Mon éponge, là, elle se déforme pareil dans toutes les directions, vers le haut, vers le bas, vers la profondeur, mais le bois, c'est différent. Et c'est ça qui fait que nos meubles y craquent. Donc, les trois directions, direction 1, c'est la direction axiale, dans le sens de l'arbre. Direction 2, c'est le sens radial. Là, on voit les cernes de l'arbre, donc le cœur, il était par ici. Et donc là, il va se rétracter. Dans le sens axial, l'arbre, le bois travaille très peu. Il bouge pratiquement pas. Dans ce sens-là, il bouge pas mal. Et dans le sens tangentiel, il bouge beaucoup plus. On peut imaginer qu'il y ait un élastique qui soit tendu ici, et donc qui fait qu'il est un peu élastique, et un gros élastique très fort dans le sens des fibres. Voilà, donc dans le sens axial, peu de retrait ou de déformation, sens radial, un peu, et sens tangentiel, beaucoup. Par conséquent, si vous avez des poutres chez vous, vous remarquerez qu'elles sont toutes fendues. Sauf exception, il peut y avoir une erreur de la nature, mais les poutres se fendent. Ça, c'est un truc, je l'ai pris la semaine dernière en photo, j'ai vu ça chez Casto, parce que Casto, ils vendent ça. Alors, qu'ils vendent ça à 20 €, ça me dérange pas, mais moi, j'aimerais bien être leur fournisseur quand même. Voilà. Et donc là, un très beau rondin de bois qui est fendu. Et pourquoi il se fend? Et pourquoi il se fend comme ça? Là, c'est purement mathématique, c'est-à-dire que le diamètre de l'arbre, admettons, c'est 20 cm. Donc s'il perd 10% de sa dimension, il perd 2 cm. Mais la circonférence pour un arbre de 20 cm, c'est un bon point à gagner. Voilà, 60 cm. Donc du coup, sur la circonférence, il va perdre 6 cm. Donc forcément qu'il s'ouvre. Et c'est pour ça que les rondins comme ça, ils vont se... Celui-là, il est juste fendu à un endroit. Ça peut être à plusieurs endroits, mais c'est pour ça que ça se fend comme ça. Et il paraît qu'il y a une méthode japonaise pour gérer la fente des poutres qui consiste à donner un coup de lame de scie au milieu jusqu'à moitié de la profondeur. Donc comme si ici on avait donné un coup de scie là-dessus. On le laisse se déformer, il va s'ouvrir. Forcément, il va s'ouvrir à l'endroit où il y a eu le coup de scie. Et une fois qu'il a levé, ils collent une petite pièce en V dedans et comme ça après ils rabotent et ça fait une poutre parfaite. En France on préfère les poutres pas parfaites, c'est plus joli. Mais donc voilà, donc ce principe, ce phénomène, c'est vraiment ça qui fait que nos meubles ils se déforment et qui craquent si on les gère mal. C'est-à-dire que dans le sens de la hauteur, il n'y a pratiquement pas de retrait. Dans le sens du diamètre, il y en a un peu et forcément dans la circonférence, il y en a beaucoup. Donc du coup, c'est pas grave. Alors juste pour le vocabulaire, quand on coupe un arbre en tranches, la planche centrale est dite coupée dans le quartier et le haut, ça s'appelle la dosse. Donc au-dessus du quartier, c'est le faux quartier, fausse dosse, contre-dosse, etc. Mais grosso modo, quartier, c'est je suis au milieu, dosse, c'est je suis dans
dans le haut, quoi. Et pourquoi je montre ça? C'est parce que finalement, donc, selon l'endroit où la planche va être prise, ben, elle va se déformer de manière différente. Donc rappelez-vous, si je tends un élastique très fort entre ce point-là et celui-là, ben, ça va se tordre comme ça. Donc on dit que le bois tire à cœur, pour se rappeler. C'est comme si on prenait depuis le cœur un élastique et qu'on tire le bois. Il se déforme toujours dans le sens inverse des cernes. Donc pour la planche prise dans le quartier, c'est pareil, hein. À l'extérieur, il va tirer plus fort, donc ça va faire une déformation un petit peu en lunule. Et puis on prend un chevron ici dans le côté, et ben, il va se déformer dans les deux sens, un peu dans ce sens-là et beaucoup dans le sens des cernes. Donc il va se déformer en losange dans ce sens-là. C'est bon? Ouais, je vous sens scotché là. Continuons. Alors, je pose la question, c'est une question rhétorique, hein, vous avez la réponse. À votre avis, est-il possible d'empêcher le bois de se déformer? Oui, non. Alors, oui, un peu. Non. En fait, si le bois il reste à un endroit où l'humidité ne change pas, il ne se déformera pas. On est d'accord. Maintenant, si ça se déforme, ben, il bougera. Quand il y a des gens qui disent « Ah, tu fais des planches à découper, toi ouais, moi aussi, je bricole un peu le bois. Et j'ai récupéré une planche chez mon grand-père. Elle a séché pendant 50 ans. Celle-là, je peux te dire, elle ne bougera plus. » Bon, c'est une erreur magistrale. Ça fait 50 ans qu'entre l'été et l'hiver, dans la grange de son grand-père, ben, elle gonfle, elle se rétracte. Et elle va continuer comme ça. Il y a un gars sur l'air du bois, je ferai de la pub tout à l'heure, hein, qui faisait le parallèle avec du linge. Vous laissez sécher du linge pendant 3 ans sur un fil à linge dehors. À votre avis, est-ce qu'il sera plus sec que si vous l'avez laissé sécher une après-midi ensoleillée? Non. Donc voilà. Donc le bois, il se déforme en permanence, à moins qu'il soit vraiment dans un endroit où l'humidité ne change pas, mais que ce soit dans la maison, de nos jours on chauffe, ou à l'extérieur, c'est pas possible. Donc il va forcément se déformer. Et quand on le contraint, quand on met des vis, quand on colle, etc., on l'empêche de se déformer, et bah, du coup il craque, il fend, et voilà. Il a toujours le dernier mot. Donc, après ce constat que le bois s'adapte en permanence à l'humidité, il est impossible de l'empêcher de se déformer. Du coup, comment on fait pour faire des meubles qui tiennent quand même et qui ne cassent pas? Déjà, si on achète les planches à l'humidité, avec une humidité qui est contrôlée, on va voir le scieur et on lui dit je veux des planches à 12%, à 6, à 5, à ce qu'on veut, ça va aller un petit peu mieux. Voilà. On a vu que le bois, à l'intérieur par exemple, c'était entre 13% et 7%. Donc si j'achète du bois qui est à 10%, il est exactement entre les deux. Des fois, il va gonfler un petit peu ou se retirer un petit peu. Et il y a des chances pour qu'il y ait moins de déformation que si je le prends à une mauvaise humidité. Deuxième chose, pour les amateurs, stocker le bois à l'endroit où il sera utilisé. Donc si je fais un meuble de cuisine, ben, mes planches, je les stocke 2-3 semaines dans la cuisine avant de les travailler. Ce qui demande une acceptation sociale qui, dans un couple, n'est jamais acquise. Mais enfin, il y a des trucs... J'en vois qui rigolent, ils se sont déjà fait engueuler. Je vous donnerai 2-3 trucs. Voilà. Troisième chose, on peut faire un pré-débit, c'est-à-dire on coupe déjà nos planches, on fait un petit rabotage vite fait, mais on laisse une surépaisseur. Ensuite, on les ramène dans les plans que je vous dirai, et après, quelques jours ou quelques semaines après, on les ramène à l'atelier, on termine le débit. Comme ça, on va les laisser se déformer. Et surtout, concevoir un ouvrage qui laisse le bois travailler. Surtout pas contraindre le bois, puisqu'à ce moment-là, c'est là qu'il va se fendre. Monsieur veut faire une photo, mais je vous donnerai les planques tout à l'heure. Vous êtes sa femme? On va se débrouiller. Alors, exemple, mon bureau. Donc, on a vu la fente d'un côté. Alors, on voit ici aussi, il a été réparé. Hein. Donc, voilà. Et surtout, on voit une fente là. Et pire, une fente moche, parce qu'elle n'est pas parallèle. Ça s'est ouvert. Pourquoi ça a fait ça? Au début, quand ils l'ont fait, en 1928, eh bien, ils ont fait une coupe à 45 degrés. On appelle ça une coupe d'onglet. Et tout était jointif. On était content. Il avait une certaine dimension. Et on se rappelle bien que le bois, dans ce sens-là,
Il bouge pas. Il bouge dans ce sens. Donc, une fois qu'on assèche le bois, qu'est-ce qui se passe? Cette dimension-là, dans la longueur du bois, bah, elle ne change pas. Et par contre, ici, ça se rétrécit. Là aussi, et là aussi. Résultat, ça s'ouvre en V. Voilà, imparable. Donc après, qu'est-ce qu'on fait? Alors sur les autres coins, je ne les ai pas pris en photo, mais ils ont rempli avec une petite baguette qui n'est pas très élégante, mais voilà. Donc ça, c'est typiquement un meuble qui est mal conçu. Parce que faire un cadre comme ça, avec des planches, ça peut pas ne pas bouger. Donc vous allez me dire, ouais, mais en 1928, ils étaient bons les mecs. Et ils faisaient des très bons meubles, et nous, aujourd'hui, on est des rigolos. Ben oui et non. Alors je vais quand même les rattraper juste après, mais c'était pas si bien conçu que ça. Pareil ici, ben, toutes les planches ici, mon bureau il fait un peu plus d'1 mètre. Hein. Donc 1 mètre, ben, ça fait un écart de 1 à 2 cm. Ça donne l'ordre d'idée. Et donc ici, ben, ça c'est tout rétracté. Et là, il reste le jour qu'on a vu tout à l'heure. Ici, une table basse plus récente avec des planches qui elles aussi vont travailler. Par contre, il n'y a pas de cadre autour. Donc elles peuvent bouger librement à droite et à gauche et il y a un espace ici. Donc ça ne va pas se gondoler si ça se gonfle. Ça c'est un petit secrétaire que j'ai acheté pour ma femme il y a 1 an. Et donc le tiroir, on voit mal là, sur la photo, mais ici il y a une belle fente, enfin un espace, et ici une fente. Là c'est le même problème que mon bureau, c'est-à-dire qu'on a un cadre ici, avec une planche dans ce sens-là, les fibres sont dans ce sens, donc là ça bouge pas en longueur. Et ça par contre, ces planches-là, eh bien, elles se rétractent. Et donc je me suis dit quand même, ça aussi c'est un vieux meuble, enfin je sais pas quel âge il a, mais il date du siècle dernier c'est sûr, et voilà. Et je me suis dit quand même, les mecs ils devaient être bons, et nous on est des rigolos, et pourtant ça craque de partout. Donc je vais quand même les sauver. Il faut quand même bien reconnaître qu'il y a un siècle, on chauffait pas les maisons, on les chauffait très peu. Donc on pouvait se permettre de faire des meubles entre guillemets mal conçus. Ils étaient bien conçus pour l'époque, mais aujourd'hui c'est plus possible. Donc le principe, parce que pourquoi ça a craqué, les 2 planches, elles sont jointives et on a des clous ici et là. Donc évidemment que quand ça se rétracte ou quand ça se gonfle, bah, ça fissure. Donc ce que j'ai fait, mais ça n'a pas été efficace puisqu'il y a toujours une fente, il faut que je m'en occupe à nouveau, c'est coller ici pour que les 2 planches soient jointives et mettre une pointe là pour pouvoir laisser le bois flotter à l'intérieur. À ce moment-là, ça ne cassera pas. Et la pointe plutôt devant pour que ça joue derrière là où on ne voit pas et que devant il n'y ait pas cette fissure pas élégante, quoi. Voilà, une table de cuisine, alors avec une alaise ici et une autre là. Très bonne conception, parce que là pour le coup, c'est collé ici, mais pas jusqu'au bout, là et là. Et surtout, les 2 endroits qui se joignent au niveau de la laise, il n'y a pas de colle, il n'y a pas de vis, il n'y a pas de tourillon, il n'y a rien. Ce qui veut dire que quand ça se rétracte, et ben ici on perd un peu d'épaisseur, mais ça ne se voit pas. Là aussi ça ne se voit pas, là aussi ça ne se voit pas. La seule chose qui se voit, c'est qu'il va y avoir un petit désaffleur là. Mais c'est pas grave puisque ça glisse. Donc là, ça craque pas, il n'y a pas de fissure. Les tables de salon de jardin, sauf exception, elles sont toutes striées. Il n'y a pas de table de salon de jardin avec les planches jointives. Et non seulement elles sont striées pour pouvoir travailler, mais en plus elles ne sont pas collées. Donc dans le meilleur des cas, s'il y a certaines tables avec des planches plus larges, où ils mettent une pointe au milieu, enfin un clou, une agrafe, au milieu de chaque lame, pour qu'elle reste à sa place, et après elle se déforme autour de son point fixe. Mais en tout cas, c'est surtout pas collé. Et une table de salon de jardin, entre l'hiver et l'été, ben, on a vu hein, que la déformation sur 1 mètre de large, c'est 1 à 2 cm, donc ça craquerait forcément. Ça, c'est un plateau de table, alors une très vieille table aussi. Le plateau en lui-même, il n'y a pas de ceinture autour. Par contre, il est posé sur 4 pieds reliés par une ceinture. Donc forcément que ici, on a du bois de fil. Et là, le plateau, le fil est dans l'autre sens. Donc cette longueur-là jusqu'à l'autre pied, elle ne bouge pas. Et le plateau, lui, il va évoluer. Donc c'est pareil, il faut le laisser bouger. Pour le laisser bouger, si on met une vis d'un côté et une vis de l'autre, il va craquer. D'où ces petits taquets
qui sont vissés, qui sont maintenus dans des rainures et qui sont mal vissés. Le but, c'est qu'ils puissent bouger, quoi. Donc entre l'été et l'hiver, ça va se déplacer un petit peu. Voilà. Parlons bardage ensuite. Hypothèse, nous avons une cabane pour les enfants faite avec du bardage empilé, rainure, languette. Donc ça, je l'ai fait à l'été. Donc l'été, les planches, elles sont un peu rétrécies. Donc si je laisse comme ça et que tout se touche et que je visse, eh ben, l'hiver, ça va grossir et donc ça va se gondoler. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Alors on le voit mal sur la photo, mais j'avais laissé un espace de 2 mm entre chaque lame. Donc pour faire un espace de 2 mm, on ne mesure pas, hein. On se fait une cale de 2 mm, on la coupe en deux, on met la cale ici, on met l'autre planche, on visse, on enlève les cales, on les remonte d'un cran, etc. Et donc de cette manière-là, eh ben, l'hiver, ça se touche, et l'été, ça reste, il y a le petit ray entre les deux. A l'inverse, si j'avais fabriqué la cabane l'hiver, il aurait fallu plutôt mettre les lames les unes sur les autres et qu'elles se touchent, de sorte que l'été, elles reviennent en arrière et qu'elles ne se déboîtent pas. Parce que à l'inverse, photo de ma grange, toutes mes photos, je ne suis pas allé les chercher loin, hein. Tous les défauts, ils sont chez moi aussi. Photo du bardage de ma grange, donc ici ça s'est un petit peu gonflé, on voit que la languette est encore dans la rainure. Ici on voit que c'est limite, mais surtout de l'autre côté, là où c'est exposé, là la languette est sortie de la rainure. Et là encore pire, et comme la planche s'est voilée, ben, on sait qu'à l'hiver ça rentrera pas dedans, hein. Donc à l'hiver ça va ne faire qu'empirer les choses et ça va, bon vu l'état, voilà, c'est pas gravissime, mais enfin, on sait que cet hiver, bah, ça va se toucher et ça va se gondoler, se déformer, voire s'abîmer. Voilà. Donc du coup, quand on construit un ouvrage avec rainure languette, si c'est l'été, à l'extérieur, il faut laisser un petit espace pour que ça puisse travailler, mais pas trop non plus, parce que si on en laisse trop, bah, après ça va se déboîter complètement et là, ça fera l'effet inverse. Et puis, la planche à découper, alors, celle-ci, en bois de boue. Alors bois de boue, hein. Souvent les gens pensent que c'est du bois de position debout, mais non. C'est le bois en boue. Donc ici ce sont plein de petits carrelets qui sont donc vers le haut et du coup qui vont se déformer dans les deux sens. Et donc comme il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, les déformations se cumulent. Donc ça va bouger pas mal entre l'été et l'hiver. Donc du coup, il y a beaucoup de planches en bois de boue qui sont faites sans ceinture autour. Comme ça peut bouger librement, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai fait une ceinture autour, mais il ne fallait pas que ça craque. Donc pour éviter que ça craque, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vissé, j'ai pas collé, et j'ai vissé avec deux vis dans des trous oblongs. J'ai un peu exagéré sur la taille des trous, mais ça fait rien, hein. Et on voit d'ailleurs ici que la vis, elle n'est pas du tout au milieu, alors que quand je l'ai faite, la vis était au milieu, donc ça a bien bougé, hein. Donc ça permet à l'ensemble du damier de bouger librement en étant indépendant de la laise de ce côté-ci. Et puis, un peu comme la table de cuisine de tout à l'heure, hop. Voilà, ici c'est pareil, hein, c'est pas collé non plus. J'ai aussi des vis dans des trous oblongs. Et donc ici, ça va pouvoir bouger librement dans les deux autres à l'aise. Donc comme ça, il n'y a rien qui craque. La seule chose qui va se passer, c'est que l'hiver, on chauffe, ça va se rétrécir, et donc il y aura un petit désaffleur à cet endroit-là. Mais il y en a déjà un d'ailleurs. Mais qui n'est pas grave, esthétiquement, bon, tant pis, mais on ne peut pas faire mieux. Conclusion. Pour faire un ouvrage qui reste stable, attention, il y a un bon point à gagner. Alors, il faut... Toi, tu as encore moins d'excuses, tu as un truc comme ça, tu devrais tout savoir. Il faut bien choisir son bois. Tu n'avais pas tort, il faut du bois. Il faut bien le choisir, ou en tout cas, déjà bien savoir ce qu'on prend. Ça, c'est une planche à découper en bois de boue, mais une planche à découper en bois de fil, j'en fais que je vends sur un marché de Noël alsacien. Je les prends pas dans le quartier, parce que le centre, là, lui, il est plein de fissures. Je le prends dans le faux quartier, parce que ça se déforme moins, et que le faux quartier, on voit un petit peu la moelle de l'arbre, qui est de couleurs différentes dans le hêtre, et ça fait de très jolies formes dessus.
Donc voilà, mais en prenant dans le faux quartier, je sais qu'il bougera moins que s'il est pris dans la DOS. Et puis, bon, moi, je les prends dans une scierie. Je commande pas du bois à 12,7% d'humidité. Hein, je prends ce qu'il y a, et puis voilà. Mais en tout cas, en le prenant là, je sais qu'il va bouger un petit peu moins. Deuxième chose. Bon, allez, je vous le donne. Stocker. Alors, madame, vous regardez par là-bas pendant que monsieur regarde ici. Stocker le bois aux conditions d'humidité de son lieu de destination. Donc, la première fois que j'avais fait mes planches à découper, j'avais acheté le bois et je l'avais usiné. Non, ne regardez pas non plus. Je l'avais usiné mes planches en novembre. Et donc voilà, j'étais bien content. Mes planches étaient bien droites, très belles. Je les ai ramenées à la maison et là, elles se sont complètement tordues. Donc là, un peu difficile. Mais donc voilà, donc après ça, ce que je faisais, c'est que je ramenais mes planches à la maison. Donc il y en avait de partout. Au-dessus des meubles, au-dessus des armoires, etc. Donc je me suis fait engueuler. Donc j'ai trouvé un spot en dessous du canapé, mais ma femme l'a trouvé quand même. Mais donc voilà, enfin je considère quand même que ça gêne pas, quoi. Faut pas exagérer non plus. Donc voilà, donc maintenant je stocke les planches là. Et puis quand je les ramène à l'atelier, je fais mon usinage et je les ramène à la maison. Et comme ça, elles bougent pas, quoi. Voilà. Si je pouvais, je chaufferais mon atelier, ce serait mieux. La troisième manière de faire des ouvrages qui restent stables, c'est de concevoir une construction qui laisse le bois se déformer librement. Voilà. Si on contraint le bois, on aura droit à des fissures. Et c'est la fin de cette présentation. Alors, merci. Je regarde l'heure. Si vous avez des questions, mais pile poil, là. Non mais à la minute près. Je veux dire là, il reste 2 bons points. Merci pour votre présence et pour votre attention. Et puis bon salon. Si vous voulez, si vous restez là, je vous en...